Nous avons vu l'origine et le développement de la racine primaire. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe pour les racines latérales. Vous savez que les racines latérales, elles sont visibles sur la racine principale à partir d'une certaine distance de l'apex. C'est ce qu'on appelle la zone de ramification. Alors, en réalité, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de racines latérales sur cette zone-là qu'il n'y en a pas. Simplement, elles sont trop petites pour pouvoir être vues à l'œil nu. Mais en réalité, les racines latérales, elles apparaissent déjà dès un stade très jeune au niveau de la racine, donc proche de l'apex, juste derrière le méristème apical racinaire. Et elles se forment à partir du péricycle. Donc le péricycle qui est ce tissu qui appartient au cylindre central et qui a la caractéristique d'être très peu différencié. Et c'est parce qu'il est peu différencié qu'il a la capacité de se transformer, de se développer pour donner un autre tissu ou des organes, ici en l'occurrence les racines latérales. La formation des racines latérales va se faire en face des pôles xyléniens. Vous avez ici une représentation très schématique d'une coupe de racines avec 3 stades de développement des racines latérales. Donc vous avez l'endoderme, le péricycle, le phloème, le xylème, et on voit que la racine latérale ici, elle est apparue en face d'un pôle xylémien. Bon, ensuite, la racine latérale va se développer jusqu'à émerger de la racine. Donc cette production de nouveaux organes de racines latérales, ça correspond à de l'organogénèse. Alors, en réalité, on ne pourrait pas observer sur une même coupe ces différents stades, parce que ces différents stades correspondent à différents niveaux dans la racine. Donc cette coupe-là, elle est complètement théorique, c'est juste pour pouvoir visualiser de façon pratique les différents stades sur une même coupe. Donc le développement des racines latérales, il est associé à leur éloignement progressif de l'apex, et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir tout sur une même coupe, et c'est ce que nous allons voir un petit peu plus en détail maintenant. Comme dans le cas de l'histogénèse, on peut suivre l'évolution ici des racines latérales en s'éloignant progressivement de l'apex. Ce qu'on observe alors, ça résume ce qui se passerait si on était à un endroit donné et qu'on attendait que le temps passe. Donc là encore, il y a un lien entre l'espace et le temps et le développement progressif des racines latérales. Ce développement, il va se faire en plusieurs étapes. La première, c'est la détermination. La détermination, elle a lieu dans une zone qui est située juste derrière le méristème apical qu'on appelle le méristème basal. Ensuite, on va avoir initiation et développement des racines latérales. Ça va se faire dans une zone qui est un petit peu au-dessus du méristème basal, on va appeler ça la zone d'initiation. Et puis ensuite, il va y avoir émergence des racines latérales. L'émergence, ça veut dire qu'elles vont sortir de la racine. Et ça a lieu au niveau de la zone de différenciation. Alors ensuite, la racine latérale va s'allonger, croître, et elle va finir par devenir visible à l'œil nu, et alors on sera dans la zone de ramification. Les cellules qui donneront les racines latérales sont prédestinées au niveau du méristème basal. C'est ce qu'on appelle la détermination ou priming en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont prédestinées? Simplement, vous avez ici donc les cellules du péricycle, elles vont recevoir un signal qui va les engager dans une voie de différenciation qui va au final aboutir à la formation de racines latérales. Alors à ce stade-là, il ne se passe pas grand-chose, c'est au niveau en tout cas des caractéristiques de la cellule. Elles vont cependant devenir des cellules fondatrices des racines latérales, et on parle de cellules fondatrices une fois que les deux noyaux des cellules du péricycle se sont rapprochés l'un de l'autre, et là on les reconnaît assez facilement du coup ces cellules-là. Et puis plus tard, il va y avoir l'initiation, donc qui est en fait vraiment la première étape du développement des racines latérales. L'initiation, ça correspond à la division de ces cellules fondatrices, et les plans de division vont tous être dans le même sens. C'est ce qu'on appelle des plans anticlines, c'est-à-dire des plans qui sont perpendiculaires à la surface de l'organe. Donc là, si vous voyez les plans qui sont situés ici, ça veut dire qu'ils seraient dans ce sens-là dans la racine, et donc c'est bien perpendiculaire à la surface de l'organe. Ensuite, le développement en tant que tel va se faire en plusieurs étapes. Vous avez ici les différentes étapes notées de 1 à 8
qui correspondent à des micrographies. Et ici, la même chose, mais sous forme de schéma. Donc la première étape, on en a déjà parlé, c'est l'initiation, l'étape 1, qui correspond à des divisions anticlines, perpendiculaires à la surface de l'organe, au niveau du péricycle. Ensuite, les stades 2 à 7, il va y avoir des divisions qui vont se faire dans différentes directions et qui vont aboutir à la formation de ce qu'on appelle un primordium. Donc un primordium, c'est cette forme un petit peu arrondie, un primordium de racine latérale qui va progressivement repousser les tissus qui sont situés au-dessus de lui et il va se mettre en place au sein de ce primordium un méristème. Ensuite, il va y avoir émergence du primordium de la racine principale. Donc ça, c'est le stade 8. L'émergence, ça veut simplement dire donc que voilà, le primordium va fracturer le rhizoderme pour passer à travers et donc passer à l'extérieur. Ensuite, il va y avoir activation du méristème qui est présent à l'extrémité du primordium, par ici. Et il va y avoir connexion des tissus du primordium avec les tissus vasculaires de la racine mère. Et enfin, une fois que le méristème est activé, l'activité du méristème va faire que la croissance au niveau de la racine latérale, elle se fait de façon vraiment très comparable à celle qui se déroule au niveau de la racine primaire, donc avec les flux d'auxine, etc. Aujourd'hui, les scientifiques ont des dispositifs qui leur permettent de suivre le développement d'un même primordium au cours du temps. Alors vous allez voir ici ce qu'on visualise, c'est la paroi des cellules qui sont en jaune. Et on commence à un stade 2 avec 2 couches de cellules. Et on voit petit à petit voilà, les divisions cellulaires qui ici sont périclines, donc parallèles cette fois-ci à la surface de l'organe. Formation d'un dôme, d'un primordium qui repousse les tissus sous-jacents. On est presque à l'émergence ici, il faudrait juste que le rhizoderme craque pour qu'on ait émergence. Nous allons maintenant voir quel est le rôle de l'auxine dans le développement des racines latérales, comme nous l'avons fait pour la racine primaire. Vous avez ici un schéma qui reprend les différents stades de développement, en commençant par la détermination, le priming, ensuite l'initiation, le développement, l'émergence. Et ce qui a été rajouté par-dessus ici, c'est les flux d'auxine, donc qui sont en bleu. Donc au niveau de l'apex, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On sait qu'il y a un flux majoritaire de la base vers l'apex qui est central, et puis un léger reflux qui est dans les tissus périphériques externes. Et en fait, l'auxine, elle va intervenir à tous les stades de développement des racines latérales. Elle va avoir une influence sur la détermination, sur l'initiation, et puis ensuite sur le développement et l'émergence. Alors ici, on va voir le rôle de l'auxine dans l'initiation et l'organisation du primordium. Comme on l'a déjà vu, donc vous avez ici différents stades de développement des racines latérales. Et ici, la coloration bleue, comme on l'a déjà vu, elle représente l'accumulation d'auxine. Et plus la concentration est importante, plus la coloration est forte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accumulation d'auxine au moment de l'initiation. C'est cette accumulation qui va induire la division des cellules. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure que les cellules se divisent, il va se mettre en place un gradient d'auxine. Donc vous voyez avec un maximum ici et puis décroissant en allant vers la racine principale. Et donc c'est ce gradient d'auxine qui va être essentiel au fonctionnement, au développement du primordium de racine latérale. Et les transporteurs PIN qu'on a déjà vus, ils sont essentiels pour contrôler les flux d'auxine et donc l'accumulation et la formation du gradient d'auxine dans le primordium. Alors comment est-ce qu'on le sait ça? Parce qu'on a des mutants de transporteurs PIN, c'est-à-dire des plantes chez lesquelles les transporteurs PIN ne fonctionnent pas. Et chez ces mutants, en fait, il n'y a plus de gradient. Et l'absence de gradient induit une incapacité des racines latérales à se développer. Donc c'est vraiment la preuve que les transporteurs PIN qui déterminent le gradient d'auxine sont indispensables au développement des racines latérales, tout comme ils sont indispensables pour la croissance de la racine primaire. L'auxine va aussi faciliter l'émergence du primordium en dehors de la racine principale de deux façons.
La première, c'est en agissant sur le relâchement des parois des tissus qui se situent au-dessus du primordium. Et ça fait intervenir l'axe 3. L'axe 3, c'est un transporteur d'influx d'auxine, donc un transporteur qui va avoir tendance à faire entrer l'auxine dans la cellule. Vous voyez ici la protéine l'axe 3, elle est visible en jaune et on voit qu'elle est présente sur la membrane des cellules qui se situent juste au-dessus du primordium. L'effet de l'axe 3 au niveau de ces cellules, ça va être d'accumuler l'auxine à l'intérieur de la cellule puisqu'on a dit que l'axe 3 était un transporteur d'influx. Et la conséquence de cette accumulation d'auxine à l'intérieur des cellules dans les tissus sous-jacents au primordium, ça va être d'induire l'expression de protéines qui sont des enzymes de remodelage de la paroi cellulaire. Donc si on induit l'expression de ces enzymes, ça veut dire qu'il va y avoir un relâchement de la paroi. Donc ici, l'auxine induit indirectement l'expression de ces enzymes, indirectement parce qu'en fait, elle inhibe un inhibiteur de l'expression de ces enzymes. Donc globalement, moins par moins, ça donne plus, donc c'est bien une stimulation. Donc là, on est au niveau de l'endoderme. Ensuite, l'auxine va un petit peu diffuser dans le cortex et ça va induire l'expression de l'axe 3 dans le cortex. Donc elle va s'exprimer sur les membranes de cellules ici. Et donc ça va permettre l'accumulation d'auxine cette fois-ci dans les cellules de cortex et l'accumulation d'auxine, comme précédemment, va induire l'expression des enzymes de remodelage de la paroi cellulaire. Et ensuite, il va se passer encore la même chose dans le tissu d'à côté et donc également stimulation de l'expression des enzymes de remodelage de la paroi cellulaire. Donc en fait, l'axe 3 en accumulant l'auxine va induire une accumulation d'auxine de proche en proche dans les différents tissus et l'accumulation d'auxine va entraîner une expression des enzymes de proche en proche dans les différents tissus et donc un relâchement de ces tissus. Donc globalement, l'auxine va permettre le relâchement de toutes les parois, de tous les tissus qui se situent au-dessus du primordium et ça va donc faciliter son émergence. Le deuxième effet de l'auxine, ça va être d'augmenter la pression hydrostatique à l'intérieur du primordium. La pression hydrostatique, c'est la pression liée à l'eau. Donc l'auxine qui est accumulée à la pointe du primordium, c'est ce qu'on voit ici, régule l'activité des aquaporines. Les aquaporines, ce sont des protéines, des transporteurs transmembranaires d'eau. Elles sont localisées ici, vous le voyez, on les visualise en rose. Et donc l'auxine va réguler leur activité. En régulant leur activité, ça va avoir pour conséquence d'augmenter l'eau à l'intérieur du primordium. Donc là, vous avez les différents flux d'eau qui vont être régulés par l'auxine. Donc on va avoir une augmentation de l'eau à l'intérieur du primordium et une diminution de l'eau à l'intérieur des tissus sous-jacents. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation de la pression hydrostatique à l'intérieur du primordium, mais par contre une diminution de la pression dans les tissus sous-jacents. Et donc, la pression va être en faveur du primordium, il va pouvoir exercer une pression sur les tissus qui sont au-dessus, sachant que ces tissus ont été en plus relâchés par l'effet des enzymes de remodelage de la paroi cellulaire. Donc la pression plus le relâchement, ça va favoriser l'émergence. Donc l'auxine, en contrôlant l'expression et de l'activité des aquaporines, va faciliter également l'émergence en jouant sur la pression hydrostatique. Donc en conclusion, l'auxine, elle est vraiment omniprésente au niveau du développement des racines latérales. Elle intervient à tous les stades de développement. Au niveau de la détermination, déjà, elle intervient sous la forme d'oscillation. Ça, on n'en a pas trop parlé. Ensuite, elle va s'accumuler dans les cellules du péricycle et ça va permettre l'initiation. Ensuite, il va se mettre en place un gradient progressif d'auxine qui va permettre aux différents stades de se développer et ça va permettre l'établissement du méristème, du primordium et puis ça va permettre l'émergence de primordium en dehors de la racine principale et l'activation de son méristème. Donc l'auxine joue vraiment un rôle essentiel dans le développement des racines latérales à toutes les étapes.